En région centre, il y a 2 expérimentations en cours dans le 36, une dans le 36, une dans le 37. Expérimentation SAS, bien sûr, c'est le sujet du jour. Et je vois qu'il y a de nombreux témoins de ces territoires et que ça va être très riche comme retour d'information. On précise que la présentation sera axée sur la partie ambulatoire du SAS, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Rappel des règles de fonctionnement du webinaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je n'ai pas la légende. Donc, vous allez le faire. Très bien. Donc, c'est à partir de ce moment-là. Donc, le SAS 36, les intervenants, Laurence Philippe et Chloé Lagorsex, en sachant que j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres représentants, en particulier Didier Lyon. Pour le 37, Alice Perrin et Alix Besson, la chargée de mission. Et en principe, mon rôle s'arrête bientôt. Il s'arrête à la diapo 5 que je ne vais pas vous commenter. Elle va s'afficher. Je pense que vous êtes assez grand pour la lire tout seul et je vais vous épargner une lecture exhaustive et je passe la parole à David Ferrer, chargé de mission URPS sur tous ces sujets, soit non programmés, SAS, PDSA, et en plus, il a aussi dans son bagage la e-santé. Voilà. Merci, Dr Bidot, donc, pour ces éléments introductifs. Donc, voilà, vous voyez le déroulé pour la soirée de ce soir qui se compose en différents temps. La petite introduction, la définition qu'on va lire rapidement. Et après, on va plutôt insister vraiment sur comment les 2 expérimentations se sont mises en place avec les personnes en charge de ce 2 territoires, de façon à vous donner des pistes de réflexion et des éléments de réponse aussi à l'ensemble de vos questions que vous vous posez pour pouvoir déployer les SAS sur vos territoires. On répondra aux questions à la fin de la présentation de façon à éviter les interruptions au fur et à mesure. Donc, il y a quelqu'un qui est en charge de noter toutes les questions. On y répondra à la fin de façon à pouvoir répondre à tout le monde. Donc, voilà, donc le SAS, la définition, c'est donc un service universel accessible à tous sur tous les territoires, quel que soit le lieu d'appel, qui doit permettre à chacun d'accéder rapidement aux soins dont il a besoin. Il participe ainsi à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en santé. On est bien sur une prise en charge unique des appels pour toute situation d'urgence non vitale ou pour tout besoin de soins non programmés lorsque l'accès au médecin traitant n'est pas possible en premières intentions. On est bien sur cette notion de plateforme téléphonique avec une régulation médicale libérale. Et là, du coup, les médecins présents intervenants vont insister sur cette partie-là, justement sur le travail et le quotidien d'un médecin régulateur en libéral ou un médecin effecteur. Donc, ça fait vraiment partie des échanges qui vont avoir lieu à la suite. Et maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à nos intervenants, donc à Chloé et à Alix, sur les diapos suivantes. Alors, Chloé, je te laisse la parole sur le SAS 36 avec le complément de Dr Philippe. Oui, avec le micro, c'est mieux. Donc, Chloé Lagorcé, je suis chargée de mission sur le SAS 36. Comme c'est bien précisé, nous, le SAS, en fait, il est le résultat d'une convention qui a été signée entre l'association Inter-CPTS 36 et le CH de Châteauroux-le-Blanc. Donc, il repose vraiment sur une collaboration entre la ville et l'hôpital, avec un référent médical de chaque côté, un médecin généraliste libéral, donc il s'agit du docteur Lelibou, Sylvaine, et on a un médecin référent du côté urgentiste, donc c'est le chef du pôle des urgences au CH de Châteauroux, monsieur docteur Mansour. Du côté de l'association Inter-CPTS 36, l'Inter-CPTS 36, elle existe officiellement depuis avril 2021.
Donc, du coup, avec donc, des salariés employés par l'association, donc moi-même, et 5 opératrices de soins non programmées. Donc maintenant, elles sont employées par mon employeur, le GESA, mais initialement, elles avaient été employées par l'inter-CPTS 36. Et donc, des adhérents, parce qu'on a une équipe de médecins porteurs qui sont membres de l'inter-CPTS. Voilà. Voilà, je compléterai simplement en disant que l'inter-CPTS 36 a précédait le SAS. L'idée d'avoir une association inter-CPTS départementale qui puisse développer les projets à dimension départementale autre que le SAS était déjà présente, et le SAS n'a fait que précipiter. Pendant la crise sanitaire, c'est vrai qu'on n'avait pas, comme vous, comme nous, pas que ça à faire. Donc, mais ça a nécessité qu'on précipite un petit peu le travail administratif de formalisation de l'association. Mais c'était un projet antérieur. Bonjour, donc moi c'est Alix Besson, chargée de mission sur le SAS 37 pour la partie ambulatoire. Donc pour le SAS 37, il y a spécifiquement une association qui a été créée pour la partie ambulatoire du SAS, qui s'appelle SAS Ambulatoire 37. Du coup, elle représente les 6 CPTS de l'Indre-et-Loire. Au sein de l'association, il y a un représentant de chaque CPTS qui représente les membres du bureau. Donc, c'est un projet porté par le CHRU de Tours et le SAS Ambulatoire 37. Et c'est l'association qui emploie du coup les 5 opératrices que nous avons et moi-même. Du coup, je vais peut-être, est-ce qu'on continue du coup 36, 37. Du coup, nous, méthodologie de projet. Alors, je sais qu'il y a une différence avec le 37. Nous, moi, je suis arrivée en juin 2021. Donc, je suis arrivée, on va dire, lors de la mise en place opérationnelle qui devait être théoriquement opérationnel du SAS, puisqu'en fait, le SAS devait être opérationnel pour le 15 juin 2021. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait au préalable, puisque le dépôt du dossier pour la réponse à l'appel à projet a été fait en septembre 2020. Et donc, l'inter-CPTS a obtenu une réponse en novembre 2020. Donc, tout de suite après, se sont mis plusieurs groupes de travail entre l'inter-CPTS et le CH. Il y a eu 4 groupes de travail qui ont été mis en place. Un groupe de travail sur la gouvernance et la com, un groupe de travail protocole, un groupe de travail ressources humaines et un autre système d'information. Donc, en fait, voilà, il y a eu le choix de mon arrivée plutôt sur une fois que le SAS devait être opérationnel sur le territoire. Donc, il y a eu 4 opératrices de soins non programmés qui ont d'abord été recrutées. On n'a pas pu tout de suite démarrer le projet parce que il y a eu un blocage sur certains points de financement. Mais en fait, ça a été finalement un moyen, avant que le projet démarre réellement, pour faire connaître le projet à l'ensemble des professionnels du territoire. Donc, en fait, moi, j'ai pu continuer à prendre le temps, en fait, de créer une dynamique, continuer à maintenir cette dynamique avec l'hôpital. On avait toujours les groupes de travail et en fait, les opératrices de soins non programmés se sont déplacées pendant presque 3 mois sur tout le département de l'Indre. Pendant cette période de flottement, en fait, avant que le SAS ne démarre vraiment au 1er décembre 2021.
36. Donc, elles sont allées à la rencontre de tous les professionnels de santé avec qui elles avaient pris préalablement des rendez-vous pour leur présenter le projet du SAS. Donc, on a eu l'occasion de réaliser des supports de communication, des livrets de présentation. Et donc, ça a été vraiment le moyen d'aller au contact des professionnels et finalement de bien faire connaître le projet avant. Et on est persuadé que ça a été bénéfique en fait avant le démarrage. Donc, on a également fait une fois, donc on a su début novembre que le projet allait naître. Un mois après, on a réalisé plusieurs autres supports de com, que ce soit à destination des partenaires également. On a pu faire un dossier de presse. Voilà, donc là, ensuite, on a vraiment pu, comme ce qui est marqué, on a vraiment pu s'appuyer dès le début sur l'articulation entre les CPTS pour que ce soit des réunions directement dans les CPTS avec juste les professionnels du territoire pour leur expliquer le fonctionnement, pour leur expliquer l'intérêt de s'impliquer en tant que médecin effecteur. Et puis, on a eu donc une formation à la régulation. On a mis en place une formation à la régulation avec un médecin généraliste de l'Allier qui avait de l'expérience en régulation, qui est venu donc du coup former nos médecins à la régulation avec le monsieur qui s'occupe de notre logiciel, donc SIPS, qui a été adapté sous une forme dédiée pour le SAS, donc SASML. Et voilà, du coup, on a pu démarrer le projet le 1er décembre. On a eu besoin, donc je vais peut-être laisser Alix présenter cette partie-là, puis peut-être qu'après on rentrera plus dans les détails. Je veux bien juste, avant de passer la parole au 37, rajouter que ça a été un peu stressant quand même, la période d'attente des résolutions financières gouvernementales, parce qu'effectivement, il y a eu vraiment un battement pour nous de 4 mois dans lequel les opératrices de soins non programmés ont dû attendre si le SAS finirait par exister ou pas. Donc, ce qui a été débloqué pour nous par une bourse attribuée par une collectivité territoriale qui est donc le conseil départemental. Mais ce qui était intéressant aussi dans ce défrichage et cette avancée vers quelque chose qui n'existait pas, en tout cas chez nous, c'était de tout créer en termes de collaboration médicale. Donc, en travaillant dans un groupe ARM et au SNP pour vraiment voir quel type de situation médicale reviendrait à l'hôpital, quel type de situation reviendrait à l'équipe ambulatoire, sous toutes les situations fréquentes, en s'appuyant sur un travail qui avait déjà été fait pour la PDSA, avec le groupe des médecins régulateurs hospitaliers et libéraux. Et il a vraiment fallu qu'on rafraîchisse ce travail, et ça a été le socle quand même de la prise en charge et de la formation des opératrices de soins non programmés, profession nouvelle pour laquelle il a fallu inventer aussi un statut d'assurance qui a été fait en temps réel par des compagnies réactives nationales. Oui, et du coup, je me permets juste du coup de compléter aussi les propos de Laurent par rapport à la formation des OSNP. Je pense que c'est important de le préciser parce que c'est vrai que c'est pas un poste de secrétaire médical, c'est un poste qui est l'opératrice de soins non programmés, c'est un poste vraiment différent. Donc, les opératrices de soins non programmés, elles ont une formation de 10 jours chez nous. Où en fait, dans un premier temps, il y a eu une journée de présentation du SAS, des acteurs et du territoire. Elles ont été directement sur le terrain en observation en salle de régule avec les armes. Elles ont eu une formation en communication qui avait été assurée par Aptitude Formation. Et donc, du coup, voilà, pour savoir réagir à toutes les situations auxquelles elles pourraient être confrontées, que ce soit
voilà, émotionnellement, psychologiquement, etc. En effet, il y a des protocoles qui ont été rédigés pour savoir ce qui relevait des différents niveaux et des situations qui étaient du non vital et ce qui relevait du vital et qui devait donc être gardé par l'ARM. Des jeux de rôle. Donc, il y a vraiment eu, on avait on a eu deux représentantes du côté des armes qui ont vraiment joué le jeu et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une collaboration qui s'est faite entre la vie et l'hôpital. Des jeux de rôle en fait pour avant en fait essayer de s'entraîner à la prise d'appel comme ça et à la, aux passations des informations. Elles se sont donc il y a une formation au logiciel SIPS. Donc tout ça, ça a été vraiment une formation très complète et je pense qu'il leur a permis d'appréhender leur poste dans de bonnes conditions. Didier Lyon, je voulais juste ajouter, donc moi je suis président d'InterCPTS 36, je suis à la fois régulateur et effecteur du SAS. La particularité de notre SAS dans le 36, c'est que c'est effectivement un projet ville-hôpital, on a bénéficié de toute la logistique hospitalière, mais c'est un projet essentiellement porté par le libéral, d'où l'obtention du logiciel SIPS, parce que chez nous on est très peu nombreux, il fallait un choc participatif. Et la régulation des portées à domicile était vraiment un élément essentiel. Donc ça a fait partie des moments un peu difficiles de la négociation avec l'hôpital, mais on a obtenu, je pense que c'est le tournant des négociations avec l'hôpital, ça a été cette obtention de SIPS. En plus, SIPS est un logiciel qui est utilisé en régulation PDS des portées. À partir de là, ils ont développé SASML, donc c'est un logiciel qui est adapté au SAS et qui nous permet, moi qui suis à 65 km de Châteauroux, je commence ma régulation, je termine mes consultes 2 minutes avant, je commence ma régule, je les reprends 2 minutes après, il y a un gain de temps considérable. Il y a vraiment une souplesse d'utilisation. Donc ce côté SAS porté par les libéraux et qui ont eu les possibilités de monter le projet qu'ils ont voulu est quand même un élément très important du 36. Merci pour ces précisions. Alix, tu vas peut-être présenter un petit peu pour le 37, puis après on donnera la parole au 36 sur leur fonctionnement avec le schéma d'appel, etc. Oui, Alice, est-ce que tu veux parler du début du lancement? Effectivement, donc Alice Perrin, donc moi je suis présidente de la CPTS de Asclépios, qui est sur Amboise, Montrichard et Bléré. Et donc, dans ce projet-là, en fait, quand la proposition du ministère, quand on a entendu parler de l'appel à projet pour devenir site pilote, les 6 CPTS du 37 se sont réunis et ont discuté pour, en gros, se dire on y va pas. Les arguments contre, on a déjà quand même pas mal de boulot. Les arguments pour, ça a été, et ça l'a emporté, comme ce que disait Didier, c'est en fait, si on ne le fait pas, on va nous imposer une forme et du coup, ça ne nous conviendra pas forcément en termes d'organisation professionnelle et en termes d'équilibre de pouvoir, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc, du coup, on a décidé d'y aller. Donc, on a écrit un projet, on a écrit une grande partie du projet et le CHU a complété, sachant on était dans des délais très courts, donc forcément l'agilité du CHU dans ce cas-là ne joue pas en sa faveur pour écrire des projets en 2 semaines. Et donc, du coup, on a réussi à écrire ce projet, on a été accepté. Le fait qu'on ait été accepté, c'est comme dans le 36, c'était un vrai projet ville-hôpital. Voilà, donc ça, c'est important. Et donc, on a eu un financement, alors une première partie vers le CHU début de l'année, donc en février, et ensuite vers notre association SAS Ambulatoire 37, quelques mois après, et on a donc pu embaucher Alix Besson comme chargée de mission en mai 2021, avec une perspective de débuter sur la fin d'année, puisqu'on c'était trop court, en fait, on ne pouvait pas débuter en 2 mois.
Voilà, il y avait plein de choses à défricher au niveau technique, au niveau recrutement, formation des opératrices, recrutement des médecins effecteurs régulateurs. Donc, on ne pouvait pas démarrer si vite. Donc, effectivement, comme dans le 36, je dirais qu'il faut du temps, en fait. On peut pas, ce type de projet, on peut pas le monter en 3 mois, c'est pas possible. Il faut prendre le temps de réfléchir, de se demander si ce qu'on projette, c'est finalement, ça va être pratique, ça va être utile, et les conséquences de nos choix. Puisqu'une fois que c'est organisé, c'est gravé dans le marbre, donc c'est difficile de revenir en arrière. C'est pour ça que moi, j'ai un premier conseil pour les départements qui se lancent. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas, réfléchissez. Prenez le temps de réfléchir à, bon, d'accord, ok, là, ça semble une bonne solution, mais dans 6 mois, et dans 1 an, et dans 2 ans, s'il y a telle ou telle évolution, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça, c'est vraiment important parce qu'on voit qu'on est vite coincé dans quelque chose. Et notamment parce qu'on a embauché du personnel et que c'est des personnes, c'est des humains, et que du coup, comme disait Laurence tout à l'heure, c'est quand même pas très confortable de se dire que le manque de financement peut causer un licenciement. Le temps, je suis d'accord, mais il y a un petit coup de collier à donner quand même pour monter le projet, ça c'est certain. Et, bon, les choses sont un peu défraîchies, mais c'est vrai que nous, on était quand même en pleine sérénade centre de vaccination en même temps. Hein. Oui, bien sûr. Il faut remettre toute la vie des CPTS dans le contexte, et c'est ça qui a été difficile d'à la fois monter un projet vraiment. La difficulté de ce projet, c'était vraiment de savoir se parler entre la ville et l'hôpital. C'était pas une petite aventure ville-hôpital, c'était un énorme truc, hein, en termes effectivement d'enjeux très importants. Et donc, oui, non, ça a été difficile. Je pense que là, avec l'ensemble des SAS qui se sont montés en France, il y a moyen de trouver des expériences de ci, de là, de choisir un petit peu son format et de faire les choses de façon plus simple maintenant que les aspects financiers sont un peu dégrossis aussi. Tout n'est pas parfait, mais je pense que voilà, on a essuyé les plâtres, et je pense que l'objectif, c'est que aussi pour les CPTS et les départements, les départements suivants, les choses puissent se faire de façon plus simple, on espère en tout cas. Après, sur donc l'articulation avec le SAMU, on a été dans des difficultés de négociation dès le départ, voilà, comme dans le 36, hein, la régulation délocalisée ou déportée, en tout cas le fait que le régulateur ne soit pas dans les locaux du SAMU, ça les angoissait terriblement. Ils étaient persuadés qu'au niveau technique, c'était impossible. Qu'on n'allait pas arriver à se parler, en gros, que ça allait provoquer une grosse catastrophe sanitaire. Voilà, et il y avait aussi, et ça c'est sûr, hein, des histoires de responsabilité. Donc, il faut bien border qui est responsable de quoi, comment les appels se transfèrent, qui enregistre quoi, qu'est-ce qu'on a dans le dossier, etc. Ça fait partie des choses, c'est pour ça que je disais qu'il faut du temps. Ça fait partie des choses de ces protocoles, comme on dit, mais voilà, c'est un mot un peu galvaudé, mais en gros, ça fait partie des fiches techniques à faire pour chaque point. Donc, ça c'est très important. Et du coup, on avait quand même une arme assez importante par rapport au SAMU en termes de négociation. C'est que si les libéraux ne le faisaient pas, bah, il n'y en avait pas. Donc, du coup, au niveau de l'ARS, c'est vrai que ça nous a permis d'imposer notre planning, en fait, qui n'était pas démesuré non plus et qui était, voilà, on n'a pas fait traîner les choses en longueur, mais en tout cas, on a pu imposer nos dates en fonction des impératifs du projet. Donc, on a constitué une équipe projet du côté ambulatoire avec des membres de chaque CPTS, surtout des médecins généralistes, quelques autres professionnels de santé, mais il faut le dire qu'ils se sont très, très vite désinvestis, alors qu'on avait quand même parlé justement de l'articulation entre paramédicaux et SAS concernant des situations d'urgence, etc., quand le médecin traitant n'est pas là. Voilà, pour tout un tas de raisons,
il ne reste maintenant dans l'équipe projet vraiment qui travaille que des médecins généralistes. On a décidé de ne pas créer de superstructure comme il a pu se créer dans d'autres régions. C'est-à-dire qu'on a le CHU, voilà, et le SAS ambulatoire 37. On a signé une convention ensemble avec aussi ça, le SAMU, il comptait beaucoup, il tenait beaucoup avec l'association des régulateurs de PDSA. Bon, on n'a pas trop voulu s'opposer à ça parce que globalement, le président de l'asso des régulateurs de PDSA est quelqu'un de confiance avec qui on travaille vraiment bien pour la PDSA et c'est lui qui forme les régulateurs par exemple actuellement. Donc voilà, donc, bon, mais bon, je voyais pas trop l'importance qu'il soit là, mais bon, c'est pas grave. Et donc cette convention, c'est un texte qui est très précis, qui justement détermine les responsabilités de chacun, les droits, les devoirs, les modes d'organisation. Donc ça, cette convention, elle est importante parce qu'elle permet de donner les règles, hein, voilà, et justement de dire, et s'il arrive ça, comment on fait? Et s'il arrive ça, comment on fait? On n'a pas voulu créer de superstructure comme un groupement d'intérêt économique ou des choses comme ça, comme il a pu se faire, enfin pas un groupement d'intérêt économique, mais un GIP, un groupement d'intérêt public, comme il a pu se créer ailleurs, parce que c'est vraiment des usines à gaz en termes administratifs et du coup, on voulait faire quelque chose de simple, efficace. Et le choix de créer une asso des 6 CPTS pour uniquement, ayant comme objet uniquement le SAS ambulatoire 37, c'est qu'on n'était pas suffisamment d'accord sur d'autres sujets pour faire une inter-CPTS qui s'occupe de tout. Donc on s'est dit, au moins là, c'est bordé, ça ne s'occupe que du SAS. Comme ça, on peut continuer à discuter sur d'autres sujets sans formalisation administrative et ça ne vient pas en conflit avec d'autres sujets. Donc, la dynamique de territoire, il y avait quand même pas mal de médecins. On a beaucoup de médecins investis dans la PDSA. On a des maisons médicales de garde. Un des problèmes, c'est qu'on avait très peu de régulateurs de PDSA et ça s'aggrave. Donc, il fallait de toute façon recruter des nouveaux régulateurs, sachant que le responsable du SAMU a bien stérilisé les choses au niveau régulateur libéraux et au niveau des armes du SAMU, a fait peur à tout le monde. Donc, aucun régulateur libéral de PDSA ne voulait travailler avec le SAS en journée. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc oui, Alix Besson, la chargée de mission, dans sa première partie de poste, a vraiment fait de la gestion de projet. Hein, voilà. Ça, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui est là, qui gère le quotidien, qui écrit les protocoles, qui est en lien permanent avec le SAMU. Enfin, voilà, les chargés de mission vont parler de leur rôle, mais c'est très important pour les libéraux parce que nous, ça nous permet à une place d'orientation stratégique, de décision politique, parfois aussi de décision opérationnelle, bien sûr, mais en tout cas d'avoir quelqu'un qui gère au quotidien. D'ailleurs, Alix est devenue directrice maintenant, donc voilà, c'est très récent, mais et on a souhaité qu'elle soit directrice justement pour qu'elle puisse s'occuper aussi du management des opératrices, qui est quand même une grosse partie, une partie importante. Il y a quand même beaucoup d'interactions, d'histoires de planning, d'arrêt de travail, de machin, de trucs, c'est quand même un peu compliqué. Voilà pour la méthodologie de projet. Je ne sais pas, Alix, si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, je pense que tu as fait le tour. On peut passer à la suite. Docteur Philippe, du coup, pour le SAS 36 sur le schéma d'appel. Oui, alors donc, bon, je vais aller vite là-dessus. Donc, nous, dans le 36, on a en fait refusé d'obéir au gouvernement de mettre les soins non programmés de médecine générale et d'urgence vitale sous le même numéro pour des raisons éducationnelles. Par rapport à la population, on trouvait que c'était mal pensé. Désolée pour ceux qui sont peut-être de ceux qui ont fait partie de ce schéma, mais on trouvait que c'était bien de laisser aux patients quand même le premier jugement de savoir si la douleur dentaire que j'avais, est-ce que c'était vraiment une urgence vitale ou est-ce que c'était de la médecine générale. Mais par contre, on n'a pas pris le risque
de créer des situations où il y aurait pu avoir des erreurs d'aiguillage des patients et d'évaluation de leur situation. Et on a gardé en fait le front office, hein, c'est-à-dire l'accueil du premier appel par toutes les assistantes de régulation médicale. C'est-à-dire que du coup, en salle de régulation hospitalière, arrivent le 116, 117 et le 15, mais c'est les mêmes armes qui décrochent. Simplement, sur 2 appels en même temps, elles vont privilégier l'appel du 15 en espérant que ce soit vraiment une urgence vitale, au détriment de l'appel du 116, 117 qu'elles vont laisser un peu plus attendre. Par contre, s'il y a une erreur d'aiguillage et que le patient au 116, 117 appelle pour une douleur épigastrique foireuse suspecte, elles vont pouvoir elles-mêmes, avec leur expérience d'armes, qui ne s'apprend pas en 10 jours de formation, mais en des années de pratique, réaiguiller sur le régulateur hospitalier. Donc, c'est la première chose. Ensuite, l'arme, si évidemment c'est une urgence vitale, identifier le passe au médecin régulateur qui lui fait sa première régulation. Si ce n'est pas une urgence, il rebascule sur le SAS. Donc, si ce n'est pas une urgence vitale directement identifiée, elle passe à l'opératrice de soins non programmés qui va prendre les renseignements administratifs, va faire un interrogatoire un petit peu plus long que l'assistante de régulation médicale. Et donc, si le patient appelle alors qu'il a un médecin traitant qui n'est pas réputé au moment T être en vacances ou en longue maladie, etc., en fait, du coup, l'OSNP va lui dire « Mais est-ce que vous avez appelé votre médecin traitant ?»« Ah ben non, il répond jamais, machin, etc. » Non. Commencez par appeler votre médecin traitant et on verra par la suite, il est 10h du matin, voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même cette réorientation de première intention à partir du moment où on n'est pas dans une urgence vitale. C'est très important de garder le schéma directeur du système de santé, c'est quand même que les gens, pour les soins programmés, aillent voir leur médecin traitant. Ils n'ont vraiment pas de médecin traitant ou le médecin traitant n'est réellement pas disponible pour les raisons qu'on espère les meilleures du monde, hein, voilà. Eh bien, dans ces cas-là, on passe tous les appels sont régulés par le médecin régulateur libéral. Donc, en gros, chez nous, à l'heure actuelle, on en reparlera plus tard, mais on est entre 60 et 120 appels à traiter sur les 12 heures. Et donc là, le médecin régulateur, soit on est sur une réno, par exemple, sans fièvre, qui date de 3 heures de l'après-midi, conseil simple, soit ordonnance qui peut se gérer comme une téléconsultation, prescription téléphonique, et toutes les pharmacies du département sont rentrées dans le logiciel pour pouvoir envoyer par fax ou par email l'ordonnance à la pharmacie traitante du patient ou celle qui choisit parce qu'il est à côté de son travail ou je ne sais pas quoi. Et troisième solution, consultation présentielle avec le pool d'effecteurs départemental. Donc là, l'effecteur, on en parlera plus tard, mais effectivement, on reçoit le message automatiquement. Et puis, quatrième possibilité qui n'est pas là, eh bien non, c'était une douleur épigastrique foireuse et j'ai un doute et je repasse au médecin régulateur urgentiste qui comprend bien en général les choses. Voilà, on a des petits frottements parfois sur certaines situations, mais en général, ça se fait de façon confraternelle et fluide. Merci. Voilà, donc je réponds juste à la question en temps réel parce qu'effectivement, alors, on était dans l'enceinte du SAMU jusqu'à peu, mais maintenant le SAS 36 a ses locaux dans l'extension de la première MSP de Châteauroux. Donc c'est très, très sympa d'ailleurs d'un point de vue territorial. Hein, et donc, le médecin régulateur libéral a le choix de faire sa régulation si ça le rassure, s'il se sent plus à l'aise auprès de l'équipe des opérateurs de soins non programmés s'il le souhaite. Hein, donc, voilà. Ou de son cabinet, parce que comme ça, il peut traiter ses papiers en même temps, ou de sa maison, ou de son lieu de vacances, enfin, d'où il veut. Hein. Alors, les chiffres pour le SAS, du coup, 36, Chloé?
Ouais, du coup, là, c'est une petite extraction des données principales du SAS 36 entre janvier et puis août. Donc, ce qui est très pratique, c'est quand même avec le logiciel SIPS, on a l'extraction de nos statistiques tous les mois. Et on a eu la possibilité de faire des évolutions en fait sur le logiciel en fonction des données qu'on voulait ou non et de ce qui était demandé aussi parce qu'il y a des remontées, donc du coup surtout pendant la phase d'expérimentation, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est en phase d'expérimentation entre décembre et fin mars. Et ensuite, voilà, le système est devenu pérenne. Mais voilà, à chaque fois, on a un médecin qui était, on va dire, référent au niveau de l'utilisation du logiciel. Et on a eu des contacts et des visios régulières avec le patron de la société MBT qui produit le logiciel SASML pour pouvoir adapter en fait les données qu'on souhaitait extraire. Donc ça, c'était quand même quelque chose de très utile. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est vraiment des chiffres très globaux, mais c'est le nombre d'appels qui a évolué entre janvier et août, avec à chaque fois la proportion qu'il y a eu en fait entre les conseils médicaux qui ont été donnés, les prescriptions médicamenteuses qui ont pu être faites, parce que donc il y a possibilité via le logiciel SIPS de directement faxer des ordonnances à la pharmacie qui se trouve la plus proche du lieu d'habitation du patient. Maintenant, on peut même faire donc des prescriptions pour des prises de sang en laboratoire. Et vous avez donc, dernière colonne, le nombre de consultations qui ont été données chez un professionnel de santé. Donc, en règle générale, le nombre d'appels, il a plutôt, on va dire, eu tendance à augmenter. Mais je dirais qu'en fait, il n'y a pas une réelle évolution linéaire. Ça dépend vraiment, en fait, le nombre d'appels, il va vraiment dépendre des périodes et de la vie des gens en général. C'est-à-dire que les Il est lié aux vacances scolaires, clairement. Voilà, clairement, clairement on voit qu'on a du mal à se faire remplacer, hein, c'est la traduction de ça. Hein. C'est bon, il y a eu un effet nouveauté en décembre, clairement. Hein, c'est lié à la pub, enfin à la communication que le SAS existait. Ouais. Où là, ça a fait appel d'air, ça c'est certain. Moyennant quoi, on s'est retrouvé avec des journées très très difficiles dans les vacances de décembre. Hein. Après, les choses se sont stabilisées, mais on voit bien que les vacances de printemps, on les voit passer là. Et l'été, on a eu tous les scouts de la région, les machins. Donc, on voit très bien que on ne savait pas que l'Indre était aussi touristique. Vraiment, là, on a découvert ça. Hein. Et c'est vrai que globalement, voilà. Et on sait que dans ces cas-là, les médecins traitants ne sont vraiment pas là. Hein. Donc, c'est tout à fait logique. Oui, voilà, c'est ça. Et là, on voit bien avec juillet et août. Hein. Alors après, dans tous les cas, peu importe les mois, ce qu'on peut constater, c'est que c'est assez constant dans la répartition derrière du traitement de l'appel. Il y a à peu près, et c'est là que la régulation prend tout son sens, c'est qu'il y a quand même un filtre qui est fait grâce à la régulation et qu'en fait, il n'y a pas une explosion non plus en besoin de consultation qui fait que derrière, les effecteurs ne pourraient plus suivre. Du coup, en fait, il y a 40% des appels qui vont donner suite uniquement à un conseil médical, à peu près une dizaine de pourcents de prescriptions médicamenteuses, et puis il y a 40% environ de besoins qui sont orientés vers une consultation chez un professionnel. Donc, du coup, il y a vraiment un tri déjà qui est fait par le régulateur et c'est ce qui a permis en fait que, après le docteur Philippe va revenir dessus, on a mis en place une organisation territoriale grâce à chaque CPTS au niveau de l'effection. Mais la régulation elle permet vraiment de ne pas faire exploser ce besoin en consultation.
Du coup, Laurence, est-ce que tu veux un peu préciser les spécificités Non, j'étais en train de répondre à mes collègues. Ah, ok. Alors ça, oui, au niveau de la carte, on a une petite tache blanche, c'est pas une tache d'ailleurs, ce sont 3 communes de l'Indre, tout à fait respectables, mais qui n'ont pas encore, enfin, des communes de l'Indre qui n'ont pas aucun professionnel de santé, mais néanmoins des habitants, qui ne sont pas encore rattachés à des CPTS. Voilà. Mais sinon, le territoire d'Issoudun en haut à gauche, à droite, qui est dans un cheminement par rapport à ça. Cela dit, avec un professionnel qui s'investit pour l'effection déjà, un centre de santé qui est en cours de réflexion sur sa participation aux soins non programmés. Voilà, on laisse chacun, comme disait très bien Alice, évoluer avec sa temporalité. Hein, sachant que du coup, ce sont les autres territoires qui épongent un petit peu ces demandes, disons les choses telles qu'elles sont. Hein. Et du coup, en général, les territoires, on va dire ruraux, c'est-à-dire tout sauf Châteauroux & Co., ont plutôt, dès le départ, opté sur un système d'astreinte du soir pour pouvoir proposer des consultations d'effection à l'image de ce que Bois-Chaud-Nord avait déjà mis en place auparavant, qui convient plutôt bien comme système à ce type de territoire. Pour nous, bien évidemment, ce n'était pas suffisant pour Châteauroux & Co. En gros 15 000 bons poids patients sans médecin traitant. Donc, il nous fallait une ligne un petit peu spécifique avec des associations de médecins qui se sont plutôt dédiés aux soins non programmés. Mais ça ne suffisait pas. Et pour l'été, on a quand même répondu un petit peu à l'appel de la panique hospitalière à l'idée du passage de l'été et des difficultés aux urgences. Donc, on a mis en plus une astreinte avec des médecins volontaires pour la tranche 18h, 20h, pour être sûr d'avoir des créneaux et faciliter la réorientation de la médecine générale qu'on a bien observée, parce qu'on a été l'observer, qui arrive à l'accueil des urgences et effectivement qui constitue un nombre non négligeable de patients qui ont pris ces habitudes-là, mais qui ont peut-être aussi été favorisés par le système de santé, et auquel il faut expliquer que non, on n'est pas dans une urgence vitale, et du coup qu'on réoriente sur de la médecine générale. Donc voilà, pour pouvoir laisser de l'offre de soins à ce moment-là. Alors, pour le... Alice, tu veux le... Non, vas-y, je t'en prie. Pour le SAS 37, donc on a fait le choix d'un numéro unique qui est conservé avec le SAMU. Donc le patient appelle toujours le 15 et il y a un premier décroché qui est fait par une assistante de régulation médicale de niveau 1 qui va orienter l'appel soit vers l'aide médicale d'urgence, c'est-à-dire le SAMU, soit vers la filière ambulatoire, c'est-à-dire des soins non programmés. L'arme de niveau 1 va passer l'appel à l'arme de niveau 2 s'il y a une situation complexe et si ça relève de l'aide médicale d'urgence, qui va ensuite travailler avec un médecin régulateur hospitalier. Si l'arme de niveau 1 détermine que l'appel relève plutôt de la filière ambulatoire, des soins non programmés, elle va transférer l'appel à une opératrice de soins non programmés, OSNP, qui va déjà prendre un certain nombre de renseignements, qui va compléter le dossier en fait, que l'arme a pu dans un premier temps noter. Elle va aussi faire un interrogatoire plus poussé sur le motif d'appel. Elle va, dans un premier temps et systématiquement, demander si le patient a bien contacté son médecin traitant en amont. Si ce n'est pas le cas, le patient va être incité à contacter son médecin traitant, qui est le premier interlocuteur et qui doit être toujours appelé en première intention.
Ensuite, du coup, l'opératrice, après un interrogatoire donc un peu plus poussé, va pouvoir transférer donc l'appel à un médecin régulateur libéral qui est en déporté, c'est-à-dire qu'il va pouvoir réguler depuis chez lui, depuis son cabinet ou bien dans les locaux du SAS ambulatoire auprès des opératrices. Le médecin régulateur va pouvoir soit donner un conseil téléphonique, soit proposer un rendez-vous chez un médecin effecteur, donc avec une consultation au cabinet. Si le patient ne peut pas se déplacer pour un rendez-vous chez le médecin effecteur, il y a un transport sanitaire qui est possible. Dans ces cas-là, c'est l'opératrice qui va trouver le rendez-vous chez le médecin effecteur dans tous les cas. Et si le patient ne peut pas se déplacer, qui va aussi chercher une société de transport. Pour que ce soit un VSL, un taxi, une ambulance, selon ce que le médecin régulateur aura communiqué auprès de l'opératrice. Si, après interrogatoire, le médecin régulateur décide que l'état de santé du patient nécessite plutôt d'aller aux urgences, dans ce cas, il l'oriente aux urgences, parce qu'une prise en charge hospitalière est requise dans ces cas-là. Si le patient ne peut pas y aller par ses propres moyens, dans ces cas-là, le médecin régulateur libéral fait une demande d'envoi de moyens auprès du SAMU et c'est eux, par contre, qui se chargent de déclencher l'envoi d'une ambulance. Si à tout moment, il y a une erreur ou une aggravation dans le parcours du patient, l'appel peut être retransféré au SAMU. Il y a vraiment une communication entre le SAMU et le SAS ambulatoire. Peut-être juste faire des petits ajouts. Donc, je n'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais les opératrices sont dans des locaux indépendants du SAMU. Donc, le SAS ambulatoire loue des locaux à acheter des ordis. Voilà, vraiment, on a équipé un local pour être tranquille, hein, clairement. Voilà, pour être sûr que le SAMU ne met pas la main sur les opératrices. Alors, Alix disait, on a fait le choix d'un numéro unique. En fait, dans la négociation avec le SAMU, on a décidé de céder à leur désir très fort d'avoir un numéro unique parce qu'on a essayé de faire la liste de nos lignes rouges et des choses qu'on voulait vraiment voir appliquer. Et finalement, ce numéro unique, on s'est dit que c'était peut-être moins important à obtenir que de faire de la régule en délocalisé ou des choses comme ça. Voilà, donc ça a été une décision, mais dans un cadre global, en fait, mais comme toute négociation. On n'a pas fait de communication du tout, même maintenant, en fait. Hein, on n'a toujours pas fait de communication grand public. Ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à obtenir de l'ARS parce qu'on n'a pas assez de régulateurs. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de faire de la com s'il y a beaucoup d'augmentation d'appels. Donc, pour l'instant, les appels transférés ne sont que les appels qui arrivent au 15. Les gens appellent le 15 et après, on leur dit on vous passe une opératrice. Mais pour eux, ils n'ont pas forcément le détail qu'ils vont dans d'autres locaux. Et en fait, ils s'en foutent un peu parce que ce qui compte, c'est qu'ils puissent avoir une réponse. Donc, finalement, qui donne la réponse, dans quels locaux, par quel numéro de téléphone, dans notre système, ça n'a pas trop d'importance. On peut pas, vous l'avez vu, nous on a fait le choix de pas faire d'ordonnance, voilà, puisqu'on a quand même des médecins effecteurs, on en a beaucoup et du coup on s'est dit c'est beaucoup plus simple et les distances géographiques sont moindres, bien sûr aussi hein, par rapport au 36, donc puisqu'on a plus d'opérateurs, plus d'effecteurs répartis. Et donc, du coup, on a fait le choix de, s'il y a besoin d'une prescription, biologie ou examen complémentaire ou médicament, que ce soit le médecin effecteur qui puisse la faire. On s'est dit que c'était plus simple à gérer. Voilà, la régulation des appels, elle se fait, tous les appels sont régulés en temps réel ou en temps différé. C'est-à-dire que si l'opératrice pense pouvoir prendre une décision seule, par exemple, donner les numéros des quelques dentistes qui acceptent les urgences sur Tour-Centre, voilà, pour une douleur dentaire qui dure sans signe de gravité chez un patient jeune, en gros, ça ne ressemble pas à un infarctus,
Du coup, l'opératrice donne les coordonnées et va notifier sa décision dans le dossier de régulation médicale et ensuite nous mettre le dossier en attente, pour le régulateur qui doit obligatoirement valider la décision de l'opératrice, c'est-à-dire ouvrir le dossier, lire les informations et mettre OK avec les décisions de l'opératrice. Ou alors mettre j'ai rappelé le patient parce que je pensais il fallait réguler. Voilà. Sachant qu'on n'est pas sur l'urgence vitale, donc on a le temps de rouvrir le dossier, même 1 heure après, pour modifier la décision. Voilà. Alors ça, c'est pareil. Hein, la régulation supervisée, comme la supervision indirecte des internes, hein, pour les médecins généralistes qui nous écoutent, le SAMU, ça les faisait flipper, ils avaient peur, c'était horrible, machin. Bon, après, quand même, quand on est déjà rentré dans un CETRA, on s'aperçoit que les médecins régulateurs hospitaliers n'ont pas tous les patients au téléphone, qu'ils donnent un certain nombre de OK, d'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis à l'assistant de régulation. Mais comme c'est dans la même salle, ils ont l'impression que c'est plus sécure. Mais en fait, c'est pas le fait d'être dans la même salle qui fait que c'est plus sécure, c'est la qualité des informations transmises, la qualité des informations recueillies et la formation des régulateurs. Voilà, je crois. Et les données, alors oui, on travaille avec le logiciel du SAMU qui s'appelle Exos. On a pareil, dans la discussion, on a décidé de céder sur ce point-là. Alors, pour 2 raisons. Déjà, parce que c'est quand même assez pratique d'avoir le même logiciel, en fait, hein, quand même. Hein. Les informations sont saisies. Le SAMU peut retourner sur le dossier si, par exemple, on repasse un dossier pour commander une ambulance, parce que finalement, c'était de l'aide médicale urgente et pas du soin non programmé ambulatoire. Voilà, moi je trouve que c'est quand même assez pratique d'avoir le même dossier. Et par contre, on n'avait aucune confiance dans le CHU pour nous fournir des données. Donc, on collecte nos propres données. Voilà, à la main, les opératrices comptent. Et donc, Alix va vous présenter ces résultats. Du coup, là, vous pouvez voir les données depuis le lancement donc, du SAS. Donc, comme l'a dit Alice, on n'a pas fait de communication auprès de la population. Donc, c'est vraiment les appels qui arrivent au 15 normalement. Comme vous pouvez le voir sur le mois de février, il y a eu un petit peu moins d'appels puisque c'est un mois plus court. Dans les cabinets, ça aussi été plus calme. Au mois de mars, c'est remonté avec les épidémies, hein, gastro, grippe, Covid qui étaient toujours là. Mais en moyenne, comme vous pouvez le voir, on est toujours à peu près à 1250 appels par mois. Et pour les rendez-vous donnés, c'est une centaine de rendez-vous donnés par mois. Sur tous les appels, ça va être à peu près 10% des appels qui donnent lieu à un rendez-vous. Vraiment, un appel sur 10, ça va être un conseil téléphonique donné par le médecin régulateur. J'avoue que ça me surprend, ça, parce que c'est vrai que nous, on a par exemple une grande cohérence entre le nombre de conseils de prescription téléphonique et de délivrance d'un rendez-vous de consultation, entre ce qui était fait en PDSA, je pense que Didier pourra le confirmer ou pas, enfin en tout cas c'est l'idée que moi je m'en suis fait, entre les chiffres de PDSA et les chiffres en horaire SAS. Hein, on essaye à peu près de gérer les mêmes situations. Je ne dis pas que tous les médecins régulateurs ont les mêmes attitudes, c'est faux. Hein, mais en tout cas, on essaye à peu près de gérer de la même façon le même type de situation. Et j'avoue, je ne peux pas comprendre comment vous faites pour avoir 90% de conseils. Je pense, Laurence, que c'est lié au fait qu'il y a plus de médecins disponibles en journée dans le 37 que dans le 36. Hein. Oui, mais 90% de conseils, ça veut dire que vous ne les utilisez pas, vos effecteurs. Alors, on les utilise très peu, effectivement. On a 130 effecteurs sur tout le département. Et finalement, on a peu d'effecteurs qui travaillent. Et ça ne les dérange pas trop. Hein. Je veux dire, ils sont plutôt contents de ne pas être sollicités. Ils ne bloquent pas de créneaux.
On n'est pas sur des créneaux bloqués, donc du coup, c'est transparent. Enfin, c'est comment dire ça, il n'y a pas d'impact sur leur activité. Après, effectivement, on a quand même beaucoup de gens qui appellent alors qu'ils ont déjà un rendez-vous quelques heures après. Oui. Donc, ce n'est pas le même type d'appel, du coup. C'est pas la même population. C'est bizarre quand même, parce que… Non, c'est pas bizarre, je pense. On est sur une population très urbaine. On a beaucoup plus de patients de l'agglo qui appellent que des zones rurales. Dans les zones rurales, en fait, les gens, ils ont bénéficié d'années d'éducation par leur médecin généraliste. Je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que dans les zones rurales, c'est la galère depuis longtemps, aussi chez nous quand même, et donc ça fait des années qu'on leur a appris comment utiliser le système de soins et qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir une réponse comme ça. Alors que sur l'agglomération de Tours, on a SOS Médecins, alors qui est actuellement en grande perte de vitesse au niveau de l'offre de soins. Ils sont moins, ils font plus aucune visite sur l'agglo, ce qui pose énormément de problèmes. Et les médecins de l'agglo ont pris l'habitude depuis 30 ans de ne pas s'occuper de leurs soins non programmés. Donc les patients sont habitués, j'appelle SOS, j'ai un rendez-vous dans 2 heures. Donc là, ils appellent un médecin de ville qui accepte de les voir, c'est déjà pas mal. Le rendez-vous est dans 6 heures et ils appellent en disant ouais, je voulais quand même un rendez-vous en attendant pour quelque chose qui n'est pas d'urgence vitale et qui globalement en général n'est pas très grave, enfin, c'est pas des symptômes. Donc je pense que c'est vraiment pas la même population, c'est des gens qui sont beaucoup plus habitués à avoir une réponse rapide et donc du coup régulièrement on leur dit vous avez une chance énorme, vous avez un rendez-vous chez votre médecin dans 3 heures, c'est génial, gardez ce rendez-vous, restez chez vous, buvez une tisane, ça va bien se passer. Est-ce que vous avez tenté de partager les appels en fonction des CPTS pour voir? Non, parce qu'en fait, c'est très compliqué de savoir de quelle origine géographique. C'est très difficile de savoir le nombre d'appels par heure. C'est très variable en fait. Alors, entre 8h et 9h, souvent, il n'y a pas beaucoup d'appels. Mais des fois, je sais pas, entre 8h et 8h30, là, ils sont tous énervés. Ils veulent tous tout de suite une réponse, tout de suite. Bon. Donc, c'est hyper variable. Alors que c'est vrai que nous, c'est pour ça que ça serait bien que ça s'homogénéise un petit peu au niveau national quand même. Mais voilà, on en vient à mettre en route par le SAS de façon des soins infirmiers, de l'oxygène à domicile. On est sur des situations comme ça avec des patients qui n'ont pas de médecin traitant et avec une absence d'ambulance disponible. Oui, alors sur les ambulances, on prescrit des transports, on a eu l'accord, on est content, sauf qu'on n'a pas d'ambulance. Mais sur les ambulances, on est dans la même difficulté, ça c'est clair, c'est un peu l'esbrouf cette histoire, parce que finalement, voilà. Mais clairement, je pense qu'on n'a pas les mêmes, la population n'a pas les mêmes ressources quand même localement. On a beaucoup moins de patients sans médecin traitant, c'est clair. Hein, voilà, on n'a pas la même pénurie. Donc, alors Pierre voulait poser une question. Par rapport à cette analyse, j'aurais quand même relevé que le nombre d'appels est à peu près équivalent. Hein. On a vu le tableau du 36 tout à l'heure. On a un nombre d'appels équivalent pour une population qui est 3 fois moindre ou quelque chose comme ça. Hein. L'inverse, c'est-à-dire la population du 37 est 3 fois plus importante que celle de l'Indre et ça génère pas plus d'appels au SAS. Donc, effectivement, c'est un petit peu difficile de comparer ces chiffres-là. C'est vrai que, comme Laurence, voire 10% seulement des appels qui se transforment en une consultation, c'est quand même assez surprenant parce que même les chiffres qu'on a sur d'autres expérimentations SAS à travers la France, ça se rapproche plutôt des chiffres du 36, autour de 40% d'actes qui sont traités par téléphone ou par une ordonnance ou choses comme ça. Globalement, je pense que le 37, c'est pas forcément... comment dire, c'est pas histoire de modèle ou de voilà, c'est pas très représentatif sur ce plan-là. Hein, je parle pas. Exactement. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi qui traîne les basques un peu partout, clairement ailleurs, on est plus sur 40% de rendez-vous chez les effecteurs. Bon voilà. Pourtant là, on a vraiment des profils de régulateurs un peu différents. Je pense donc je sais pas. Ouais, c'est un peu. Il faut savoir que le module consultation téléphonique, prescription téléphonique est quand même très intéressant
hein, pour des situations où d'évidence, alors déjà, c'est parce qu'il y a beaucoup de patients qui ne sont pas mobilisables, mais mobiliser une ambulance pour quelqu'un qui se déplace très bien, mais simplement qui n'a pas d'argent pour payer l'essence ou qui n'a pas de voiture, pour moi, ce n'est pas possible, quoi. Donc, je suis quand même contente de pouvoir prescrire un palier 2 parce qu'il n'a pas été chez le dentiste ou qu'il n'a pas trouvé de dentiste depuis 10 ans. Au niveau de sa pharmacie, c'est hyper satisfaisant. À partir du moment où on a éliminé quand même 42 fièvres et puis une nécrose de la mâchoire. Mais c'est vrai que voilà, ce module de prescription téléphonique, alors qu'il soit très rapide. Il faut que ça soit, voilà, faut que ça soit fonctionnel, rapide, plus rapide qu'une téléconsultation à son cabinet, quoi, je veux dire. Mais c'est quand même très utile à l'heure actuelle pour un certain nombre de situations. Voilà, on a le protocole cystite qu'on peut signer, etc. Mais voilà, prescrire un sachet de Monuril, c'est aussi possible pour le SAS. Donc, c'est quand même une carte qui est très intéressante à l'heure actuelle pour l'offre du logiciel qu'on a. Et si on change de logiciel pour une raison X ou Y, j'espère que ça sera maintenu. Après, peut-être juste rapidement, ça c'est la carte des effecteurs. C'est juste pour vous dire qu'on a démarré à 20 effecteurs hein, en décembre. Et au fur et à mesure, on a travaillé avec les CPTS pour que on ait une répartition géographique la meilleure possible. Alors là, peut-être qu'elle ne vous paraît pas la meilleure possible. En fait, aux endroits où il n'y a pas de rond, il n'y a pas trop de patients non plus, quoi. Donc voilà, c'est pas genre dans la pointe sud. De toute façon, il y a quand même peu de monde, hein, donc il y a peu de médecins aussi. Ils sont. C'est nous. Bah oui, c'est ça. Et donc voilà, donc on voit que globalement, on arrive à avoir une distance géographique raisonnable la plupart du temps pour des patients qui se mobilisent. Et comme ce qui était dit dans le reportage tout à l'heure par la dame dans la salle d'attente, de toute façon, c'est des patients qui sont habitués à faire des kilomètres pour tout, en fait. Donc, voilà. Ça choque personne qui fasse des kilomètres pour aller chez Conforama ou je sais pas quoi. Hein. Donc, voilà. Pourquoi le médecin, ce serait plus simple. Bref. Voilà. Alors, diapo suivante. Donc là, je vais laisser Alix commenter cette enfin, c'est les coordonnatrices, je pense, non? Je sais pas. Oui. Chloé, tu veux commencer ou Allez. Oui, là, c'est plutôt sur les ressources humaines. Enfin, il y a aussi les médecins, mais donc en termes de temps de travail, moi, j'ai d'abord été sur un temps plein sur la période de lancement du SAS jusqu'à la fin de l'expérimentation, en fait. Donc, voilà, jusqu'à fin mars. Et ensuite, donc maintenant, j'occupe depuis avril un mi-temps en tant que congé de mission. Voilà. Et mon autre mi-temps est consacré à la coordination d'une des CPTS de l'Indre, le Bois-Chaux Nord. Donc, c'est pour ça qu'on y reviendra après, mais on a adapté un petit peu le poste d'une des opératrices de soins non programmés en poste d'aide d'opératrice administrative. Donc, on a recruté comme dans le 37, on a commencé avec 4 opératrices de soins non programmés, mais on s'est vite rendu compte que pour des questions d'organisation, de planning et tout simplement de congés, on avait besoin de 5 opératrices et puis voilà, même dans les périodes un peu intenses des vacances, etc., c'est important. Et donc, on a une opératrice, donc on a des opératrices de soins non programmés qui travaillent sur un modèle hebdomadaire, en fait, sur du 35 heures, mais alors avec des horaires 3 journées de 10 heures, donc soit du 8h, 19h, soit du 9h, 20h, parce qu'il faut que ça couvre la tranche horaire totale d'ouverture du SAS qui est de 8h du matin à 20h le soir. Donc, elles ont 3 journées de 10 heures, une journée de 5 heures, donc où elles font des demi-journées, et une journée de off dans la semaine, ce qui leur fait donc un 35 heures. Et on a donc un roulement
avec une opératrice par semaine qui est en poste administratif, comme on l'a appelé, et qui se charge en fait un petit peu du secrétariat du SAS, donc d'être en contact avec les médecins régulateurs, les médecins effecteurs pour s'assurer qu'ils vont bien prendre leur plage de régulation ou d'effection le lendemain, assurer les changements d'emploi du temps chez les médecins, s'occuper de tout ce qui est résolution de soucis techniques avec les équipes techniques de CIPS, voilà, de gérer les évolutions dans les process, d'être en contact privilégié avec moi. Du coup, c'est vrai que j'échange avec l'interlocutrice qui est en administratif la semaine où elle est à ce poste. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a choisi de s'organiser. En termes de... Donc là, c'est totalement différent de médecins. On a 18 médecins qui ont déjà régulé, mais si on compte vraiment le nombre de médecins régulateurs qui sont réguliers, on a 13 médecins régulateurs réguliers. Et en médecin effecteur, aujourd'hui, on est arrivé à 60 médecins effecteurs. On a démarré avec beaucoup moins, mais là, c'est vraiment, on s'est appuyé sur le maillage territorial des CPTS qui existait pour vraiment chaque CPTS à essayer de mobiliser un peu ses troupes. Voilà, les coordinatrices ont joué leur rôle là-dedans aussi. Ça fait donc 50% du département, puisqu'on est tombé, je crois, à 125 ou 120 médecins généralistes pour ouais, c'est ça, un petit peu plus de 120, donc ça nous fait 50% des médecins qui participent. En effecteur. Ouais. Donc voilà, je te laisse la parole, Alix. Oui, du coup pour le SAS 37, j'étais au début chargée de mission donc sur un poste à temps plein. On a, comme dans le 36, on a démarré avec 4 opératrices de soins non programmés. On s'est rendu compte que c'était assez compliqué, surtout qu'on a eu pas mal d'arrêts, maladies assez longs. Donc, on a demandé un financement supplémentaire auprès de l'ARS pour un 5e poste d'opératrice et elle est arrivée en juin de cette année. Les opératrices ont comme profil secrétaire médical, assistante notaire ou aide-soignante de notre côté. Et elles ont été, bien entendu, formées à peu près, on compte 3 semaines de formation pour ce poste. Au niveau des médecins régulateurs, donc on en a 10, mais depuis septembre, on en a 10 autres qui ont été formés juste avant l'été. Puisque pour être médecin régulateur, il y a une formation à la régulation qui est nécessaire, une formation initiale. Et après, les médecins régulateurs bénéficient d'une formation continue avec notamment un médecin régulateur de la PDSA pour pouvoir échanger sur des situations qui pourraient leur poser souci. C'est aussi un temps d'échange entre les médecins régulateurs libéraux. Sur la partie des médecins effecteurs, on vous l'a dit tout à l'heure, on a commencé avec une vingtaine de médecins et à l'heure actuelle, on est à un peu plus de 130 même. Et par rapport à ces médecins effecteurs et aux médecins régulateurs aussi, on a pu compter sur l'aide de la CEPAM pour le recrutement via les délégués d'assurance maladie qui vont voir les médecins généralistes tous les 3 mois, pour les médecins généralistes qui souhaitent les rencontrer, évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. Et du coup, les délégués d'assurance maladie ont présenté le SAS, on leur a préparé des fiches sur c'est quoi un médecin régulateur, c'est quoi un médecin effecteur, comment marche le SAS. Et du coup, c'est vrai que ça a été très efficace pour les deux, en fait, effecteurs régulateurs. Et on a donc 4 autres médecins qui vont se former à la régulation là, dans les prochains jours. Voilà. Par contre, la formation, nous, au départ, on avait fait une formation de 2 jours sur un format DPC. En fait, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Parce qu'il faut attendre d'avoir un certain nombre de médecins à former, à l'heure actuelle, partir 2 jours de son cabinet
sans médecin remplaçant, comme disait Laurence, parce que même chez nous, les médecins remplaçants, il n'y en a pas. Donc, du coup, c'est hyper dur en fait pour les médecins de quitter leur cabinet. Ils se sentent trop mal vis-à-vis des patients. Ils ont l'impression qu'après, ça va être encore pire. Ils vont être encore plus débordés. Donc, on a choisi de faire de la formation sur un format visio avec des formats courts d'1 heure et avec des diapos à regarder entre-temps et puis surtout de la double écoute, en fait, venir avec un médecin régulateur qui régule déjà. Et parce que finalement, sur le côté médical de la régulation, c'est pas trop, c'est pas la difficulté mise en avant par les médecins régulateurs. Au début, c'est le côté technique, en fait. C'est les transferts d'appels, le logiciel, dans quel cas je mets quel truc, comment je fais parce que j'ai cliqué là et du coup, voilà. Donc, des trucs très basiques de prise en main du matériel. Oui, pour le coup, je suis totalement d'accord avec le docteur Perrin. C'est vrai que nous, ce qu'on avait mis en place au début, c'est que chaque nouveau médecin régulateur qui venait faire sa première régulation, il venait doubler un médecin déjà habitué à la régulation sur une tranche de 3 heures. Parce que nous, en fait, nos médecins régulateurs, on a créé un agenda partagé où ils peuvent s'inscrire. Et évidemment, c'est compliqué hein, de notre côté aussi d'avoir un certain nombre de médecins régulateurs assez important pour que ce soit confortable. Hein. C'est quand même toujours les mêmes médecins finalement qui tournent et qui prennent les créneaux de régulation. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un agenda avec des briques de 3 heures, 4 briques de 3 heures par jour, du 8h, 11h, 11-14, 14-17 et 17-20. Comme ça permet aux régulateurs de ne pas avoir des journées entières à prendre, ce qui aurait été impossible au vu de voilà, des agendas. Mais du coup, ils peuvent s'inscrire sur des briques comme ça. Et en termes de formation, c'est pareil, on essaye de faire ça sur des créneaux de soirée et sur on va dire, sur des sessions de 2 heures en présentiel avec un formateur. Mais voilà, c'est des sessions plutôt courtes. Donc, on en avait une qui avait été faite au départ et là, on en refait une au mois d'octobre pour se dire, voilà, chaque année, on va essayer de relancer une formation et de trouver des nouveaux régulateurs, on ne sait jamais. Par rapport à ce que tu viens de dire, Alice, sur la formation un petit peu, enfin pas light, mais sur un modèle différent, c'est des médecins qui se forment à la régulation uniquement pour exercer dans le cadre du SAS soins non programmés, ou est-ce que leur formation les rend aussi compatibles avec la PDSA? Alors, le médecin formateur actuellement, c'est Yann Olivier, qui est le président des régulateurs PDSA. Donc, ce qui quand même est un gage de sérieux de la formation. Ça, c'était important. Il a beaucoup d'expérience et lui, il a aussi, on a fait 3 formations à la régulation de niveau 1 en présentiel depuis quelques années là sur le 37. Au départ, c'était pour recruter des régulateurs de PDSA. Hein. Il a expertisé les 3 formations présentielles. Donc, il y avait aussi cette expertise, cette connaissance du terrain qui était importante. Mais du coup, les régulateurs SAS peuvent aussi faire de la PDSA. Dans la réalité, aucun n'en fait. Parce que ce qui les séduit dans le SAS, c'est d'être libre, peinard. Voilà, et on a choisi, au début, on avait fait des briques de 3 heures et on a changé notre fusil d'épaule il y a quelques mois, je ne sais plus quand. Maintenant, on n'a mis que des 1 heure. Parce que finalement, des fois, le 8-11, si on emmène ses enfants à l'école, par exemple, à 8h30, on ne peut pas prendre un 8-11. C'est dommage. Voilà. Donc, du coup, on n'a mis que des heures et on essaye de bricoler. Et on voit qu'il y a des médecins qui peuvent se dire, ah bah tiens, il reste 1 heure ou 2 par-ci, par-là. Allez, je comble un trou. Bon, voilà. Il n'y a pas de système parfait. Mais par contre, c'est vachement plus compliqué à gérer pour Alix. Ça, c'est sûr. Quant à la proportion de médecins investis dans les 2 dispositifs, on voit que dans l'Indre, c'est assez extraordinaire. Hein. Ça représente, si on cumule, bon, c'est les mêmes, mais 50% des médecins généralistes, alors que
sur l'Indre-et-Loire, ça doit faire le quart, quoi, non? Ou un truc comme ça, moitié moins, non? Bah, encore une fois, hein, c'est des années de désorganisation sur l'agglomération tourangelle. Hein. Mhm. Voilà, des années pendant lesquelles les médecins ont exercé seuls ou à deux dans un cabinet sans secrétariat, sans être maître de stage, sans exercice coordonné, sur un modèle qui était le modèle il y a quelques années. Et donc, bah, forcément, ces médecins-là, ils n'ont pas très envie de s'investir sur quelque chose de collectif, puisqu'ils n'ont jamais fait, en fait. Donc, On dérive un peu sur les diapos suivantes, mais moi, ce que je trouve qui est très, très satisfaisant dans le SAS, c'est qu'on était, comme vous, à la peine, et le pool de médecins PDSA régulateurs est effectivement très en danger dans le 36 parce que ça va être les départs de 2023-2024 qui vont se faire en masse. Mais là, par le SAS, on a atteint beaucoup de jeunes médecins contrairement à ce que je réclame depuis des années au gouvernement de mettre la formation initiale, la régulation à la formation initiale, elle n'est toujours pas pratiquée. Donc, ça aiderait beaucoup pour rassurer les jeunes médecins. Mais du coup, voyons faire, voyons des maîtres de stage s'investir là-dedans, devant leurs yeux, dans la pièce d'à côté, pendant qu'ils sont en SAS-PASS, par exemple. Et bah, du coup, ça leur dit, mais non, c'est possible, du coup. Et on a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes médecins qui se sont investis dans le SAS et qui, du coup, remettent un peu la main au collectif, alors que ce n'était plus le cas depuis un petit moment. Donc, moi, je trouve que c'est assez positif, même si les effectifs restent quand même inquiétants.